Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la Suède réunifiée et restructurée. Ne pouvant se satisfaire de son enclavement géographique, elle va entreprendre une véritable expansion en Baltique. Durant un siècle et demi, le royaume scandinave sera un acteur majeur des grands conflits européens et ses soldats parmi les plus redoutés du continent. Voulez en savoir plus sur la montée en puissance de la Suède? Venez avec moi. En 1560, le fils aîné de Gustav Vasa monte sur le trône sous le nom d'Éric XIV. Il poursuit la colonisation du golfe de Finlande et s'empare de Tallinn ainsi que de la majeure partie de l'Estonie. Mais l'avancée suédoise en Baltique inquiète le Danemark de Frédéric II. En 1563, une guerre éclate entre les deux royaumes. Alliés à Lübeck et à la Pologne, les Danois envahissent la Suède et s'emparent d'Alsverborg, seul débouché suédois en mer du Nord. Le conflit est sanglant et plusieurs villes sont mises à sac et voient leur population massacrée. Les Suédois parviennent toutefois à rétablir la situation grâce à leur flotte, qui pour la première fois domine la Baltique. Longue de 7 années, cette guerre qui laisse les deux royaumes moribonds s'achève par un statu quo. Durant ce conflit, Éric XIV, qui développe des tendances paranoïaques, fait traduire plusieurs hauts personnages du royaume, dont des membres de la famille Steur, qu'il accuse de trahison. Leur exécution conduit à une fronde menée par ses deux demi-frères. Le roi est renversé, déclaré fou et emprisonné. Il meurt en prison quelques années plus tard, vraisemblablement empoisonné. L'un de ses demi-frères monte sur le trône sous le nom de Jean III. Marié à la sœur du roi de Pologne, il tente de réintroduire le catholicisme dans son royaume et établit des relations avec l'empereur germanique Maximilien II et le roi d'Espagne Philippe II, ainsi qu'avec le pape Pie V. Afin de se prémunir contre la poussée russe en Baltique, il conclut une alliance avec la Pologne et étend la présence suédoise en Ygrie, à l'est de l'Estonie. En 1592, Sigismund Vasa, roi de Pologne depuis son élection en 1587, succède à son père Jean III sur le trône de Suède. Cette union personnelle crée en principe un empire sur les bords de la Baltique, mais la situation interne des deux ensembles n'est guère favorable à une politique dynamique. En Pologne, l'affaiblissement de la royauté depuis que s'est éteinte la dynastie des Jagiellons empêche tout effort de modernisation et les grands du royaume disposent d'une liberté d'action inconnue ailleurs en Europe, tandis que la noblesse suédoise contraint sans cesse la royauté à des concessions dont profitent certains princes, comme le duc Charles, maître des principautés indépendantes au cœur du royaume. Souverain mécène, tourné vers l'Occident, Sigismund Vasa est surtout un catholique fervent, entouré de jésuites, ce qui n'est guère acceptable pour ses sujets suédois, presque tous luthériens. En 1597, l'oncle du roi parvient à se rendre maître des organes de gouvernement, et l'année suivante repousse une invasion polonaise. La crise débouche sur une déposition du roi et l'élection d'un prince luthérien. Pour Charles, d'abord régent, puis roi sous le nom de Charles IX à partir de 1604, la rupture avec la Pologne est l'occasion de reprendre la conquête du littoral de la Baltique. La tension avec la Suède est loin d'être la seule difficulté polonaise à la fin du XVIe siècle. Depuis la mort d'Ivan IV le Terrible en 1584, s'est ouverte en Moscovie une période que l'histoire nationale russe a qualifiée de temps trouble. Son fils Fédor, entouré d'un conseil de régence, est placé sous l'autorité de son beau-frère Boris Goudounov, véritable maître du pays. À la mort de Fédor en 1598, Boris se fait élire tsar. Pendant la période où il a été régent, sa politique étrangère se caractérise par une extrême prudence à l'égard de l'Ouest. En 1587, a été signé un traité avec la Pologne, suivi en 1595 d'un accord avec la Suède, ce qui permet le recouvrement des villes perdues par Ivan le Terrible. À cette même époque, le pays s'ouvre davantage à l'extérieur, comme en témoignent les facilités faites aux Anglais qui se livrent au commerce des fourrures. La position de Boris est néanmoins fragilisée par les ambitions rivales qui existent au sein de la noblesse, et tout particulièrement celle de Fédor Romanov, ancien candidat au trône en 1598. La famine de 1601 entraîne conspiration et révolte dans toute la Russie. Apparaissent des usurpateurs, proclamant qu'ils sont Dimitri, fils d'Ivan le Terrible, mort en exil en 1591. L'un d'entre eux parvient à obtenir le soutien de la noblesse de Lituanie.
La Russie demeure un territoire vaste et mal contrôlé par le pouvoir central, et la partie occidentale est sensible à l'influence polonaise. La mort soudaine de Boris le 13 avril 1605 et la montée sur le trône de son fils Fédor sont l'occasion pour le parti lituanien, toujours très influent en Pologne, d'offrir son soutien aux nobles russes qui souhaitent un tsar sans autorité. Appuyé par des contingents venus de Pologne, un faux Dimitri, 21 juin 1605, qu'on a marié à une noble polonaise, Marina Minskek, s'installe sur le trône de Russie. Les quelques mois de règne de cet usurpateur à l'énergie peu commune lui attirent l'hostilité de la noblesse, qui pensait avoir mis en avant un personnage facilement manœuvrable. Après avoir fait tuer Dimitri, les boyards proclament leur chef, Vasily Svenski, nouveau tsar. Pour les Polonais, ce changement n'est pas acceptable. Les grands du royaume poussent un nouveau prétendant, le second faux Dimitri, qui ressemble à Tutsino devant Moscou. Une armée de près de 100 000 hommes, dont le noyau est formé de nobles polonais. Cette situation amène Vasily Ier à faire appel à Charles IX de Suède. Ainsi s'internationalise un conflit qui était jusque-là une guerre civile russe, où l'intervention polonaise avait un caractère privé. Alors qu'il s'était tenu à l'écart d'une guerre en raison des faibles moyens de la royauté, Sigismund III, toujours prétendant au trône de Suède, ne peut tolérer l'irruption de son oncle et rival dans les affaires de Russie. La dimension religieuse du conflit lui donne un grand retentissement en Europe. Pour le roi de Pologne, déjà champion du catholicisme, en face au luthérianisme, suédois, l'occasion est donnée de faire rentrer la Russie dans le giron de Rome. Ce projet grandiose a emporté la décision de Sigismund. En Pologne, on voit la Russie comme une zone d'expansion comparable à ce qu'est le Nouveau Monde pour les empires ibériques. Placée sous l'autorité du prince Ladislas, fils du roi, elle serait à la fois source de richesse et terre de mission pour l'Église catholique. La cause du second Dimitri n'est plus alors à l'ordre du jour. Abandonné par la plupart de ses soutiens polonais, il meurt assassiné à son tour. Alors qu'une paix relative s'est établie en Europe de l'Ouest et dans les Balkans, la Russie est le théâtre de la guerre la plus meurtrière du début du XVIIe siècle. L'armée polonaise éprouve les plus grandes difficultés dans sa campagne contre une Russie que Boris Goudinov a bien dotée de places fortes. Ainsi, à Smolensk, les troupes envoyées par Sigismund sont, elles, bloquées pendant près de 2 ans avant de s'emparer de la ville. La volonté du roi de faire de son invasion une croisade contre l'orthodoxie rend difficile tout compromis. L'entrée des Polonais dans Moscou au mois d'octobre 1610 ne met pas un terme à la crise. Après l'élimination de Souchki et l'assassinat du second Dimitri, un mouvement de rejet de l'occupant polonais se développe dans toute la Russie. Assiégée dans Moscou, l'armée polonaise doit se rendre. Elle doit quitter la Russie qui sort de la crise par l'élection d'un nouveau tsar, Michel Romanov. La guerre entre la Russie et la Pologne indécise se poursuit jusqu'en 1618, où la paix signée alors n'est qu'une simple trêve. Les troupes suédoises, déçues de ne pas avoir été récompensées par les Russes, après leur avoir prêté assistance, se retournent contre eux à partir de 1610. Le 27 février 1617, le traité de Stolbovo prive la Russie de son ouverture sur la Baltique. Un nouvel équilibre des puissances se dessine en Europe du Nord, comme le fait remarquer le jeune Gustave II Adolphe en 1617. Devant sa diète, la Suède est devenue la puissance dominante de la Baltique et tout le commerce de Russie transite désormais par les territoires suédois pour gagner l'Ouest. La Baltique est en passe de devenir un lac suédois, et conserver cet avantage est le premier objectif d'un royaume qui procède à des réformes intérieures destinées à lui donner une constante suprématie militaire en Europe du Nord. La puissance suédoise change la perception que les grandes puissances méridionales ont de la Baltique. Alors qu'en 1699, l'ambassadeur d'Espagne en Suède indiquait qu'il est possible de se lancer dans une expédition contre les puissances protestantes de la Scandinavie pour bloquer le commerce anglais et hollandais en s'appuyant sur le Saint-Empire et la Pologne. Ce genre de projet tend à devenir chimérique au XVIIe siècle. Face à ce petit royaume placé au premier plan, la Pologne fait figure d'une puissance affaiblie. Les longues années de lutte l'ont appauvrie et sa noblesse a pris dans la guerre des habitudes d'indépendance qui ne vont pas dans le sens d'un renforcement du pouvoir royal.
La politique de Sigismund III, qui a voulu faire de son royaume l'avant-poste du catholicisme à l'est et au nord de l'Europe, n'a pas tiré à lui la maison des Habsbourg, et la grandeur de la Pologne, telle qu'elle était au XVe siècle, n'est plus qu'un souvenir. De toutes les puissances installées autour de la Baltique, elle est devenue la plus fragile. Comme on l'a vu, le siècle d'or suédois est la période de rayonnement politique, diplomatique, économique et militaire de la Suède, profitant de l'affaiblissement de la Pologne et de la Russie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.